Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au commissaire à la stratégie et au plan et ex numéro 3 de la liste de Pierre-Yves Bournazel au municipal à Paris. Mais d'abord à 19h32, c'est l'heure de notre séquence vrai ou faux du soir avec Aubry Perrault. Bonsoir Aubry, ensemble on va revenir ce soir sur le discours de Donald Trump de la nuit dernière. Il s'est adressé aux Américains pour justifier l'intervention militaire au Moyen-Orient à quelques mois des élections de mi-mandat. Il a promis que la guerre serait bientôt terminée et il en a profité pour vanter son bilan économique qui serait bon, très bon même. Nous avons bâti l'économie la plus forte de l'histoire. En un an, nous avons transformé un pays moribond et exsangue. Je déteste le dire, mais nous étions un pays moribond et exsangue après la dernière administration, et nous en avons fait le pays le plus incontournable du monde, et de loin, et sans inflation. Sans inflation. Est-ce que c'est vrai ça ? Ce qui est vrai surtout, c'est que Donald Trump il nous a habitués à cet exercice d'autosatisfaction. Alors, une fois n'est pas coutume, et bien hier soir, il nous a dit que tout allait bien aux États-Unis, qu'il n'y avait donc pas d'inflation. Alors nous, on a regardé les chiffres et la réalité est un peu différente. C'est vrai, ces derniers mois, l'inflation a tendance à baisser, mais tout de même, elle reste quand même à plus de 2%. Et surtout, cette guerre en Iran, elle provoque une explosion des prix de l'énergie. Et les États-Unis devraient particulièrement souffrir selon les prévisions de l'OCDE. L'inflation devrait atteindre 4,2% aux États-Unis. Ça devrait être la hausse la plus importante des pays du G7 selon toujours l'OCDE. Pour le moment, contrairement à ce qui dit Donald Trump, les prix continuent d'augmenter donc aux États-Unis, sauf que ça l'arrange pas puisque c'était l'une de ses mesures phares, ses promesses pendant sa campagne, je cite, vaincre l'inflation. Et pourtant, Aubry, on se dit que les États-Unis devraient être protégés de cette hausse du pétrole, car eux, ils en ont. Ben oui, les États-Unis sont même devenus la première puissance pétrolière au monde, et ça, selon Donald Trump, ça devrait effectivement protéger les Américains. En ce moment, je vous propose d'écouter. Les États-Unis n'importent presque pas de pétrole via le détroit d'Ormuz, et ils n'en importeront pas à l'avenir. Nous n'en avons jamais eu besoin, y compris aujourd'hui. Ce sont les pays qui reçoivent du pétrole via le détroit d'Ormuz qui doivent s'occuper de ce passage. Ils doivent s'en emparer et le protéger. Donc la fermeture du détroit d'Ormuz n'aurait aucune conséquence pour les États-Unis, c'est vrai ça ? Non, en fait, Donald Trump, il tente de rassurer ses électeurs avant les midterms, les élections de mi-mandat, en leur disant que cette guerre qu'il a déclenchée au Moyen-Orient, elle n'a aucune conséquence pour eux, sauf qu'il suffit pas de produire du pétrole parce que les prix de l'essence, ils dépendent du cours international du baril de pétrole. Et donc, quand le marché se porte plutôt mal, comme en ce moment, cela a également des conséquences pour les consommateurs américains. Et c'est bien pour ça, vous l'avez entendu, que Donald Trump, dans le son qu'on vient d'écouter, il aimerait bien, il dit qu'il aimerait bien que les autres pays interviennent pour s'emparer du détroit d'Ormuz, parce que c'est vrai qu'à force, Donald Trump, il a beau tenter de rassurer ses électeurs, comme hier soir, cette guerre en Iran, elle commence à leur coûter très cher et elle pourrait lui coûter très cher à lui aussi. Merci beaucoup Aubry Perrault. On rappelle le rendez-vous avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. L'émission, c'est chaque samedi à midi. Merci infiniment. Clément Beaune, donc, est notre invité ce soir jusqu'à 20h au commissaire à la stratégie, ex numéro 3 de la liste de Pierre-Yves Bournazel à Paris. On va parler des municipales et de leurs conséquences politiques. L'actualité d'abord du jour. On a appris le placement en garde à vue de la députée LFI Rima Hassan. On l'entendait dans le journal pour apologie du terrorisme. Il s'agit d'un tweet publié sur un terroriste impliqué dans une attaque meurtrière en Israël dans les années 70. Et on a appris aussi qu'à cette occasion, une petite quantité de drogue de synthèse avait été retrouvée dans son sac. Sa garde à vue pour apologie du terrorisme a donc été étendue au fait de transport, détention, usage de stupéfiants, refus de se soumettre au relevé signalétique. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous déplorez ce soir une forme d'acharnement judiciaire, Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce le fait qu'elle ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire dont normalement elle doit bénéficier en tant que parlementaire européenne? Bon, à la différence de Jean-Luc Mélenchon, mais on a pris l'habitude, malheureusement, je respecte les institutions et les procédures. Je ne connais pas les détails de ce dossier, donc je me garderai de le commenter. C'est la seule chose à faire et Jean-Luc Mélenchon devrait s'appliquer cette prudence républicaine. Je crois que c'est sain quand on est un responsable public. Ensuite, nul n'est au-dessus des lois. Et donc, il y a des procédures. Il y a, si des faits sont avérés, évidemment, pour les élus comme pour les autres, la justice qui passe et qui respecte à la fois la présomption d'innocence, mais aussi
fait respecter, fait appliquer les règles pour tout le monde. Et on parle de sujets ou de faits très graves. L'apologie du terrorisme, si cela était confirmé au vu d'un tweet qui, je crois, a été supprimé, ce qui montre quand même qu'il y a une petite gêne. Et puis les questions, évidemment, de détention de drogue. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a des procédures qui s'appliquent à tous. Et il y a évidemment, ça c'est aussi un principe démocratique important, pour les élus, pour les parlementaires en particulier, avec un cas qui, je crois, fait un peu débat pour les parlementaires européens, des règles qui protègent nos élus et qui sont particulières, mais qui ne détournent personne ou qui n'exonèrent personne du respect de la loi et de la justice. L'autre actualité du jour, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Non, je ne voulais rien rajouter. Je voulais éventuellement enchaîner sur le carburant, même si on en parle beaucoup, mais il n'y a pas de raison qu'on vous épargne. Il y a eu un premier mouvement du gouvernement avec des aides ciblées qui ont été jugées ridicules par les agriculteurs, insuffisantes par beaucoup de Français. Est-ce que vous considérez que la justification qui est dit on n'a plus les moyens est suffisante, ou que les Français de toute façon sont obligatoirement dans une économie de guerre, ou enfin que le gouvernement sera obligé de caler, c'est-à-dire de lâcher un peu plus de choses? Mais quand on dit lâcher, donner, lâcher. c'est que... Non, mais je rebondis, parce qu'on entend ça dans le débat public, comme s'il y avait une forme de trésor ou de cagnotte qu'il faudrait redistribuer. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a Ensuite, un surplus, c'est ce qu'a reconnu le Premier ministre. Non, alors le Premier ministre, je crois, il faut être précis, a dit a parlé, je crois, de surplus fiscaux. C'est vrai sur une taxe à court terme, qui est la TVA, puisque mécaniquement, quand vous avez un impôt qui est indexé sur le prix, c'est le principe de la TVA pour tous les articles, quand le prix est plus cher, vous avez une TVA plus importante. Mais ça, c'est la colonne des plus. Il y a la colonne des moins. Si la consommation baisse, vous avez du moins, même sur la TVA. Si la situation économique se dégrade et qu'il y a de l'incertitude, les entreprises, ça ralentit la machine et ça peut faire baisser à terme l'impôt sur les sociétés. Tout ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des épisodes, j'en ai connu aussi comme ministre des Transports, où il y a une flambée énergétique, ça n'est pas une bonne nouvelle pour personne et pas pour l'État non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider, mais ça veut dire qu'il faut être économe, prudent, ciblé. Il y a des aides, j'ai bien connu aussi ce type de dispositif aux transporteurs, ce qui permet aussi de les aider à approvisionner les stations-service eux-mêmes. Pour l'instant, est fait, mais considéré comme à un niveau insuffisant. Oui, mais je comprends que le Premier ministre l'a dit cet après-midi, il va y avoir des points de rendez-vous. On parle de lâcher, on parle de donner, ça ne se fait pas de manière inconsidérée. Les finances publiques, c'est les finances de tout le monde. Et à la fin, quand de l'argent est donné, et ça peut être légitime d'aider un secteur, il faudra bien faire des efforts supplémentaires On a ailleurs. l'impression qu'on est tellement à l'os, contrairement à d'autres pays et des démocraties qui sont semblables aux nôtres, contrairement à l'Espagne, par exemple, qui peut, aider, ou même l'Italie. On a l'impression que nous, on est vraiment... On maîtrise même plus ça. Alors, si, on peut faire un certain nombre de gestes et on a une dépense publique qui est très élevée. Mais parce qu'elle est très élevée, justement, oui, ça je vous le confirme, on doit faire particulièrement attention. Les caisses de l'État ne sont pas infinies. Et celles et ceux qui aujourd'hui demandent des gestes supplémentaires, comme on dit, étaient les mêmes qui demandaient des dizaines de milliards d'euros au-delà de ce qu'on a fait dans la crise énergétique de 2022-2023, et qui disaient que ce n'était pas assez tout l'effort qu'on a fait sur le Covid et qui maintenant reprochent qu'on ait à l'époque dépensé beaucoup. Il faut être cohérent. Quand il y a des crises. Est-ce qu'elle est tenable, cette position, Clément Beaune, si dans un mois, je ne sais pas, le prix de l'essence monte à 2,50 € le litre, 3 € le litre, le gouvernement pourra-t-il tenir sur cette ligne? Je ne me substitue pas au gouvernement, mais le Premier ministre me semble avoir répondu de manière honnête. Il y aura des soutiens pragmatiques, des soutiens ciblés. Et s'il faut évoquer, envisager de nouvelles mesures ciblées, le Premier ministre l'a dit lui-même, cela sera fait, personne ne sera laissé tomber. Mais on ne peut pas faire croire qu'il y a de l'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Et effectivement, quand on a une dette importante, parce qu'on a aidé notamment à juste titre notre économie plus que les autres pays européens dans la crise Covid, dans la crise énergétique de 2022 et plus longtemps, le fameux quoi qu'il en coûte, et puis encore dans la crise énergétique de 2022-2023. Évidemment, ça pèse sur les finances publiques et on doit aussi assurer des besoins qui vont nécessiter des investissements supplémentaires dans la durée. La transition écologique. Alors là, vous faites référence et nos armées. À ce fameux surplus fiscal qui servirait notamment à renforcer l'électrification de tout. Oui. C'est ça? Alors non, je répondais à la question des surplus fiscaux. Je le dis, dans une crise énergétique, au total, il n'y a pas de surplus fiscaux. Ça coûte à l'État, une crise énergétique. Il faut être très clair là-dessus. Sauf que c'est le Premier ministre lui-même qui a dit que le surplus serait utilisé pour l'électrification. Il a dit deux choses. Ce qui évidemment a été traduit par beaucoup de gens par « donc il y a bien un surplus ». Sortons des fantasmes et des mensonges. Il n'y a pas... D'abord, l'argent de l'État, c'est l'argent de tout le monde. Il n'y a pas l'État qui serait un monsieur ou une dame très méchant qui, le soir, cacherait de l'argent aux Français. Pardon, mais ce n'est pas ça l'État. C'est nos services publics, c'est la dépense publique pour nos hôpitaux, pour nos armées, pour la police, pour plein de choses utiles. Il faut gérer avec attention cet argent-là. En général, et il y aura de la transparence qui sera faite à tout instant sur cette crise, les crises énergétiques, quand les prix augmentent, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'État et le contribuable
en général. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir sur certains impôts à court terme, comme la TVA, des surplus temporaires. Bon, et ce qu'a dit le Premier ministre, je crois, ce sont deux choses très importantes. D'abord, qu'il y aura de la transparence, justement, à chaque étape, pour qu'éviter les polémiques ou la démagogie, comme a fait encore Mme Le Pen. Il y a un comité d'alerte des... Pas que, vous avez raison, c'est assez partagé la démagogie, mais enfin, elle est assez championne et assez constante dans la démagogie, puisqu'à chaque crise, elle dit « faut cramer de l'argent », et après, elle dit « pourquoi vous avez creusé la dette ?» Donc, il faut être cohérent. Mais il y aura un comité d'alerte des finances publiques dans quelques jours. Il y aura une transparence totale. Je pense que c'est la meilleure façon d'éviter les fantasmes sur les plus et les moins. Mais globalement, c'est plutôt les moins. Et puis ensuite, le Premier ministre a raison de dire, moi je me bats pour ça, que quand on doit aider les Français à faire face, parce que c'est la galère quand on roule tous les jours, quand on doit prendre la voiture pour aller au boulot, il faut aussi préparer l'avenir, pas seulement mettre un sparadrap sur la blessure, mais dire que si on ne veut pas être dépendant de toutes les crises énergétiques, et malheureusement elles se répètent souvent, parce qu'on importe les énergies pétrolières et fossiles, il faut électrifier. Je rappelle un chiffre très important. Les voitures à essence qui sont vendues en France, il y en a 2% qui sont produites en France. Et l'essence, elle n'est évidemment pas produite en France. Les véhicules électriques qui sont vendus en France, c'est 30% qui sont produits sur notre territoire. Donc quand on électrifie, quand on aide les Français à passer l'électrique, et ils sont en train de le faire d'ailleurs de manière accélérée, eh bien on se prémunit contre les futures crises et on utilise mieux l'argent public. On a lu dans le Financial Times que Total Energy aurait fait un profit exceptionnel d'1 milliard de dollars au mois de mars. Est-ce que ça vous choque ? Je ne sais pas si c'est la réalité, d'abord, je ne sais pas les conditions dans lesquelles cela a été fait. Si c'est, si je puis dire, une bonne nouvelle économique temporaire qui a fait gonfler les chiffres ou les marges de Total, Total, il paye des impôts. Total, il contribue parfois à un certain nombre de dispositifs de vente un peu moins chers ou à prix coûtant. Bon, il faut voir, mais je ne sais pas si c'est la réalité ou pas. Donc, attention, à chaque fois qu'il y a une crise, on cherche immédiatement des profiteurs de crise, des boucs émissaires. Je ne cherche pas à défendre qui que ce soit. Je cherche à ce qu'on ne soit pas dans le fantasme. Quand vous avez une crise comme celle-là, il faut se le dire très franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie française. Donc on protège. Le gouvernement dépense de l'argent de manière ciblée et précise pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais ne nous racontons pas d'histoire. Ce n'est pas de l'argent qui est planqué dans une caisse en France quelque part. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Et donc on fait face. Alors, pour tordre le cou, comme vous dites, au fantasme, le Canard enchaîné, nos confrères ont sorti une information disant qu'en gros, vous étiez allé rejoindre Emmanuel Grégoire en échange de la promesse d'une investiture au moment des législatives qui serait soit paix, soit place publique. Oui. C'est vrai. Mais c'est totalement faux. Alors, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des boules puantes en politique. Il y a des gens qui peut-être ne partageaient pas mon choix, c'est leur droit, qu'ils alimentent des trucs qui ne sont pas du tout une information, des rumeurs, quelque chose de totalement faux, infondé. Je vais vous dire, moi, dans cette élection municipale, je me suis engagé derrière Pierre-Yves Bournazel depuis des mois. J'ai été très constant. Et au deuxième tour, c'est pas si fréquent en politique, j'ai renoncé à un poste. J'aurais pu aller chercher un poste, fusionner avec Mme Dati parce que je ne partageais pas son projet. Je ne l'ai pas fait. Ça peut surprendre qu'on renonce à un poste parce qu'on n'est pas d'accord avec un projet politique. C'est ce que j'ai fait. Et ça peut se vérifier. Donc plutôt que les rumeurs, regardons ce que j'ai fait. Moi, j'ai défendu mes convictions. J'ai refusé une fusion. J'ai refusé un poste au Conseil de Paris. Je demande que personne me félicite. Je dis juste ce que j'ai fait. Et ça, c'est vérifiable, plutôt que des espèces de on-dit qui sont absolument déconnectés de toute réalité. Et le PS ne vous a rien promis en échange de cet appel? C'est pour le dire clairement. Je n'ai rien demandé, on ne m'a rien promis, et c'est très bien comme ça. Je vais même vous faire une confidence. Quand j'ai appelé au deuxième tour à voter pour Emmanuel Grégoire, je ne l'ai même pas prévenu que j'allais appeler à voter pour lui. Je lui ai dit une demi-heure avant que le texte que j'ai publié soit mis en ligne, qu'il ne soit pas surpris, mais je n'ai rien demandé, évidemment. Mais pourquoi vous avez appelé à voter pour lui finalement? Parce que ça, c'est une vous, question de fond. En tant que macroniste, oui. Vos accords, plutôt, c'est ce qu'on observe en tout cas à l'Assemblée, c'est plutôt avec la droite. Mais alors ça, justement, je veux tordre le cou à une autre idée. Le centre, c'est pas la pointe de la droite. Alors, le centre, c'est une famille politique qui rassemble des gens qui ont des parcours différents. Certains viennent de la droite, d'autres ont milité toute leur vie au centre, des gens comme François Bayrou et d'autres. Et moi, je viens plutôt de la gauche, effectivement, de la social-démocratie. Je suis très fier d'appartenir à un projet politique au centre, modéré, anti-extrême, et je m'y suis retrouvé avec Pierre-Yves Bournazel à Paris. Mais mon projet politique à moi, à Paris comme ailleurs, c'est pas de recréer l'UMP ou le RPR-UDF des années 90. On a une sensibilité, une identité politique, et je la défends. Et puis après, on fait des choix au cas par cas. Et j'ai estimé personnellement, d'autres ont fait d'autres choix que je respecte, que là où mes valeurs, dans un deuxième tour, quand on n'a plus son projet et son candidat, on choisit le moindre mal ou ceux dont on est le moins éloigné. Moi, j'ai estimé que mes valeurs étaient les plus proches ou les moins éloignés de celles d'Emmanuel Grégoire, qui est plutôt un social-démocrate. Et pour une raison aussi, je l'ai fait, je vais être très clair, parce que dans ce moment où le PS a basculé de nouveau dans des alliances avec LFI dans beaucoup de villes de France, il y a 2 candidats, 2 maires élus largement, qui ont fait un choix très clair.
M. Payan à Marseille, pas d'alliance avec LFI, et M. Grégoire à Paris. S'il avait fait le moindre début de démarche avec LFI, jamais je ne l'aurais soutenu. Mais il a été clair sur ce point, et quoi qu'on pense de son programme, ça mérite d'être salué. Vous considérez que si Rachida Dati a perdu, vous l'imputeriez plutôt à son caractère, à sa nature, à son passif, à son passé, ou au programme? Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été soutenu par le chef de l'État et par globalement la majorité ex. Il a perdu, donc je ne vais pas faire Non, son auto-analyse ou tirer sur une défaite ou une ambulance. Mais Madame Dati, quand on perd, le seul commentaire que je ferai, c'est que quand on perd, il y a souvent plein de raisons, on assume sa défaite. Moi, j'ai perdu une élection, j'en ai gagné une autre. Quand j'ai gagné, j'ai estimé que j'avais ma part de réussite, c'est normal, pas tout seul. Puis quand j'ai perdu, j'ai assumé toute la responsabilité d'une défaite aux élections législatives. Je ne peux pas aller dire c'est parce que machin a dit que ou parce que truc a fait ça. Voilà, c'est la politique. Quand on perd, on assume. Et je pense d'ailleurs qu'on se grandit toujours à prendre ses responsabilités. Sur les conditions de la fusion, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se sont posé la question. On a vu Pierre-Yves Bournazel au 20h de France 2, de Léa Salamé, annoncer que Horizon fusionnait avec la liste de Rachida Dati, mais que lui se retirait. On a senti qu'il s'était passé quelque chose d'assez violent, en fait. En tout cas, que c'est la manière dont il l'avait ressenti. Et vous, comment vous l'avez ressenti? Moi, je l'ai ressenti surtout comme un geste d'abord de liberté. Il a fait un choix qui est de ne pas aller dans ce projet, cette fusion, parce que sans doute il ne le ressentait pas comme correspondant à ses valeurs, à son propre projet. Bon, c'est un sacrifice, Pierre-Yves Bournazel aussi. Certains ont parlé, attention aux mots, comme de trahison. Au contraire, il a sacrifié un poste. Donc il n'a rien gagné. Il a subi des pressions? Je ne crois pas qu'il ait subi de pression, mais surtout il a dit devant ses électeurs et tous les Français, moi je ne me reconnais pas dans ce projet politique-là de fusion. Il a dit aussi, j'ai une responsabilité, c'est tout à son honneur. J'ai dirigé un collectif, j'ai interrogé les colistiers, j'ai pu en témoigner. La plupart voulaient la fusion, c'est vrai. Et donc, comme chef, il leur a permis de faire ce chemin s'ils le souhaitaient. Moi, je ne l'ai pas souhaité, d'autres l'ont souhaité. Et lui, il a été très digne. Alors là aussi, comme on a perdu l'habitude, eh bien, on cherche toujours une raison cachée. Je crois qu'il n'y a pas de raison cachée. Pierre-Yves Bournazel, il voulait garder sa liberté et ne se reconnaissait pas dans un projet politique qui était celui de la fusion avec Mme Dati. Alors justement, dans quoi vous reconnaissez-vous parce que là, on a cru comprendre. Alors, certains considèrent que le macronisme est mort et enterré, c'est-à-dire que globalement, on va repartir entre la droite et la gauche. Vous essayez de nous expliquer que le centre n'est pas un parti d'appoint, une pensée d'appoint qui irait. Alors, vous pensez qu'il va se passer quoi? Et pourquoi plaidez-vous pour la présidentielle qui a commencé Ce qui va se passer, je serai modeste et prudent. Je ne sais pas exactement. Vous pourriez vendre ça très cher. Exactement, et je vous le dirai si je le savais, mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à la victoire de l'extrême droite, qui reste le principal risque. Et c'est ça qu'il faut combattre. Mais on ne combat pas seulement en défensif, en quelque sorte. Il faut proposer un projet, pas seulement des additions. J'entends beaucoup qu'il faut des candidats uniques sur tel ou tel espace, notamment le centre et la droite. Bon, il faut évidemment éviter la multiplication des candidatures d'égos ou de témoignages et s'unir. Pour l'instant, on marche dessus, si j'ose dire. Oui, mais je vais vous dire, vous connaissez mieux que moi les campagnes présidentielles. On est dans une phase où plein de gens vont dire, et c'est la démocratie, bah, pourquoi pas moi? J'ai éventuellement un projet, une idée, une envie, très bien. Bon, et puis à un moment, probablement vers l'automne, il faudra rassembler des forces, surtout quand il y a un danger d'extrême droite inédit. Bon. Ensuite, est-ce que cette union, ça doit passer par l'union de la droite et du centre? Bon, moi, je viens du centre et je le redis, mon projet politique, c'est pas l'UMP. Et donc, je respecte ce qui s'est passé dans cette famille politique, c'est juste pas ma famille politique et pas notre histoire. Ce qu'on a appelé, j'y tiens, le dépassement, c'est la capacité à faire travailler ensemble des gens différents. Vous êtes encore dans le dépassement? Mais oui, moi j'y tiens. Peut-être que c'est plus à la mode, mais moi j'y tiens beaucoup. Peut-être qu'il prendra d'autres formes, peut-être qu'il prendra la forme de coalition au Parlement demain, parce qu'il faudra aussi trouver une majorité de gouvernement. Mais en tout cas, quand on est du centre, quand on a l'histoire que j'ai avec d'autres, de soutien Emmanuel Macron, de création du parti qu'il a fondé en 2016-2017, En Marche. Le volet gauche de... Oui, mais j'ai travaillé avec des gens, j'ai aucun problème avec ça, qui venaient de la droite et qui se sont reconnus dans le projet et derrière Emmanuel Macron. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on ne doit pas tourner nos yeux d'un seul côté. Pourquoi on ne travaillerait pas, on ne discuterait pas avec une gauche républicaine? C'est pas scandaleux, c'est pas absurde. Et même essayer de trouver peut-être des candidatures communes ou des projets communs. C'est discuter après ou discuter avant? Mais avant. Encore une fois, si union il doit y avoir, si rassemblement il doit y avoir, pourquoi on partirait du postulat que ce serait l'union du centre et de la droite? Pourquoi pas, je ne sais pas si ça marchera, mais dire qu'il y a un centre et un centre-gauche, des gens comme M. Glucksmann et d'autres qui peuvent discuter. Est-ce qu'ils voudront? Je ne sais pas, mais essayez. Et puis surtout, je vais vous dire... Et à droite, vous allez jusqu'à qui Alors, c'est le bon point, c'est quand on dit l'union du centre et de la droite, admettons le raisonnement. C'est qui la droite? C'est LR. LR, ça me paraît
être une maison, une famille avec beaucoup de sensibilités différentes sur des sujets très importants, notamment le rapport à l'extrême droite. Monsieur Bertrand, il est Pas sur la même extrêmement ligne que clair. Bruno Retailleau, ça c'est Ah oui, sûr. ça c'est le moins qu'on puisse dire, et puis c'est public. Il est extrêmement clair dans le refus de toute compromission avec l'extrême Donc, droite. votre clivage Madame sur la droite, Pécresse aussi. c'est le refus de l'union des droites et le fait de... Il y a 2 choses sur lesquelles moi je transigerai jamais. La compromission, la porosité avec l'extrême droite, très clairement, et puis l'état de droit. Et la Parce porosité que- avec l'extrême gauche aussi, non? Oui, mais enfin à droite, il y a assez peu de risques, mais la porosité avec l'extrême gauche aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai défendu les candidats socialistes qui refusaient l'alliance avec LFI, et je trouve que ceux qui ont fait des alliances avec LFI, c'est honteux comme comportement. Il a d'ailleurs été sanctionné par les électeurs, y compris du centre-gauche. Mais à droite, il faut être très clair sur la ligne rouge absolue avec l'extrême droite. C'est une tradition républicaine de la droite, d'ailleurs, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy quand ils étaient présidents, aujourd'hui défendue par Jean-François Copé, par Valérie Pécresse, par Xavier Bertrand, par d'autres. Mais ce n'est pas exactement le discours ni de Laurent Wauquiez, ni de Bruno Retailleau, par exemple. Et l'état de droit, ça paraît comme ça un terme un peu juridique ou technique, c'est tout simplement l'indépendance de la justice, les valeurs constitutionnelles, le fait qu'on respecte les contre-pouvoirs, et jamais avant, un élu, quel qu'il soit d'ailleurs, mais d'une droite traditionnelle, aller sur un plateau de télévision dans un journal dire « je suis contre l'état de droit ». Et bien ça, pour moi, ça ne me permet pas un rassemblement. Clément Beaune, est-ce que vous répondrez à l'appel de Bali Bagayoko, qui a lancé un appel à une manifestation contre le racisme samedi à Saint-Denis? Bali Bagayoko, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est ce nouveau maire de Saint-Denis, LFI, qui a été la cible d'attaques racistes et qui lance donc un appel à manifester samedi contre le Je n'ai racisme. pas prévu de me rendre à ce rassemblement, mais il a été victime, la cible, d'attaques racistes, d'attaques violentes. Ça, c'est totalement condamnable, inexcusable au-delà de son cas. Mais évidemment, rien ne justifie, même des mauvais comportements peu républicains qu'il a eus lors de l'installation du conseil municipal, que je condamne aussi, mais rien ne justifie des attaques racistes contre quiconque et contre un élu en particulier. Un petit mot sur l'attaque de Donald Trump contre Emmanuel Macron la nuit dernière. Et là, non, vous voulez... Non, mais... Allez, rapidement. Ah, Et après, on ira sur... question. Vous avez droit à Parce votre que petite puisque question. vous plaidez pour une espèce de rassemblement centre, droite, gauche, c'est-à-dire tous les gens manifestement de républicains avec... Pro-européen, Pro-européen. pour l'état de droit, D'accord. et clair dans le combat contre les extrêmes. Est-ce que vous les voyez en ce moment? Vous voyez des gens? Il se passe quelque chose? Je ne pense pas que cet espace-là, malheureusement, se structure tel quel, cet espace qui va en gros de Raphaël Glucksmann à Xavier Bertrand, pour le dire indicativement. Mais si on veut partager quelque chose d'essentiel, l'Europe, l'état de droit, la clarté contre les extrêmes, et si on veut être rassemblés sur du fond et des valeurs communes, pas juste une boutique ou un assemblage contre l'extrême droite, et en effet aussi l'extrême gauche, je crois que c'est le bon espace. Il reste à construire, c'est clair. Et vous ne considérez pas qu'il y a un échec du bilan d'Emmanuel Macron, comme on a entendu Alain Minc, qui était son conseiller spécial au début, et qui a dit « mais comment a-t-il pu faire si mal ?» en considérant que c'est l'échec d'une certaine manière en même temps du ni droite ni gauche. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est plutôt un contre-exemple, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Écoutez, moi je sais que c'est rare, mais je soutiens le président de la République, la démarche qu'il a initiée, que j'ai partagée en 2016-2017, et beaucoup de choses, on l'oublie un peu aujourd'hui, bien sûr tout n'est pas parfait, mais qu'il a réussi, y compris dans la gestion de crise, on le voit encore aujourd'hui. Je suis plutôt rassuré d'avoir quelqu'un comme Emmanuel Macron à la tête de l'État que ceux qu'il a battus aux élections présidentielles précédentes. Moi ça me rassure sur la capacité à gérer des crises et la capacité à animer, si je puis dire, et renforcer l'Europe. Et la capacité à répondre aux attaques de Donald Trump? Oui. Écoutez. J'ai appelé la France, Macron. Sa femme le traite très mal. Il se remet à peine de la droite qu'il a reçue dans la mâchoire. Les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ça va trop dans tous les sens. Voilà. Et donc je pense que le monde a besoin de stabilité. Je pense qu'on a tous besoin de stabilité, de calme, de retour à la paix. Et ça n'est pas un spectacle. On parle de paix, de guerre. Donc il faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on ne dit pas chaque jour le contraire de ce qu'on a dit la veille. Vous avez été choqué contre ces attaques personnelles Oui, bien sûr. Français. Choqué, malheureusement pas complètement surpris, parce qu'avec Donald Trump, on doit s'attendre à tout, y compris aux commentaires les plus grossiers, inélégants, violents. Je me dis, quand on regarde aujourd'hui la politique internationale, pour beaucoup de nos concitoyens, une conférence de presse de Donald Trump, ça doit être quand même un dégoût, une forme de comportement. Bon, voilà, le président de la République a bien fait de ne pas rentrer dans une polémique, parce qu'à côté de ça, il y a des conflits.
Il y a une crise à gérer, il faut rester calme et concentré. Voilà, ce genre de propos, évidemment, ça dégrade la politique. Est-ce que c'est l'échec, d'une certaine manière, de la stratégie d'Emmanuel Macron d'avoir tenté d'établir ce lien privilégié avec le président américain? Mais non, parce que d'abord, je crois que malheureusement, la responsabilité de ces propos, c'est celle de Donald Trump. Et un président de la République française, puissance mondiale, dotée de l'arme nucléaire, siégeant en permanence au Conseil de sécurité, c'est de discuter avec tous les interlocuteurs à chaque fois que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on est copains, amis, complices, ça veut dire qu'il faut trouver des voies face aux crises qu'on connaît, face à la guerre qui continue en Ukraine, de dialogue et de coopération. Et les États-Unis d'Amérique sont plus grands que Donald Trump. Ils resteront nos alliés au-delà de cette présidence et de ses propos désolants. Merci beaucoup, Merci Clément Beaune, d'avoir été notre invité. Merci Nathalie. À très vite. Le journal du Monde, je vais y arriver, et les informés sur France Info. Bonne soirée.